7 Français sur 10 soutiennent les grèves et les manifestations. Est-ce que c'est une révolte d'enfants gâtés? Est-ce que de nantis, en quelque sorte? 7 pour 10, c'est 90% des actifs. Hein. Et 90% Parce des actifs. qu'implicitement, la différence entre les deux chiffres, c'est en gros les retraités. Les retraités qui soutiennent. Qui soutiennent et la réforme, quel que soit leur niveau, si j'ai bien compris, alors que... Les retraités soutiennent la réforme parce qu'ils ne sont pas inclus dans les mesures et prévues. Ils veulent défendre... Et donc, a priori, le aussi, montant de leur pension serait préservé. Oui. Tandis que chez les actifs, quand on dit 90%, ce qui veut dire qu'il n'y a que 10%, en gros, c'est les 10% de la population les plus aisés. Alors, Jean-Pierre, est-ce que c'est une mauvaise réforme qui justifie autant d'opposition? Son but, je pense, qui est nécessaire, mais c'est vrai que les modalités, y compris dans la mise en musique, politiquement parlant, l'explication... C'est la méthode qui est mauvaise, c'est le contenu. C'est à la fois la méthode et sans doute les modalités pratiques de la méthode. Il aurait fallu procéder autrement. Enfin, j'ai déjà utilisé l'expression mettre la charrue avant les bœufs. Faire d'abord parler du travail des seniors essentiellement, parce que c'est là que ça se pose. Essayer de traiter de façon plus positive, alors que là, on se dit, puisqu'on va augmenter l'âge de retraite, le problème des seniors va, comme tu le disais en Allemagne, va se résoudre de lui-même. Ce qui n'est pas du tout évident. C'est pour ça qu'il y a une sorte d'angoisse à tous les niveaux de revenus. Je vais faire un petit tour de table sur cette question-là. Pour vous, c'est une bonne réforme ou elle est juste mal présentée? C'est le contenu ou le... Je vous dis, je pars d'une case de départ qui est différente. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'allais travailler jusqu'à 67 ans, j'arrive en France. Vous allez devoir traiter avec deux systèmes de retraite différents, un au Royaume-Uni, un en France. Mais effectivement, quand je suis arrivée en France, je me disais, c'est vachement généreux. Si je fais juste toutes mes années, etc., ça va être vachement généreux, parce qu'au Royaume-Uni, si on complète effectivement toutes ces 30 ans de cotisation, on a 200 livres de l'État. 200 livres, enfin, pour vous dire, une facture d'électricité, maintenant, c'est 600 livres. Et puis, il y a effectivement l'entreprise qui... La capitalisation, en fait. Oui, exactement. Et puis, il y a un côté... Donc, ça, c'est une garantie de l'État. Et puis, il y a ce qu'on a investi à travers des fonds de pension, etc. Et puis... Mais c'est jamais les 900 et quelques euros qu'on... Donc, il y a un côté où je me suis dit, en arrivant, c'est assez gênant. Maintenant, quand je constate le débat... Je pense qu'il y a un côté effectivement, mettre la charrue avant les bœufs. Il y a plusieurs choses. En fait, on parle de non seulement augmenter l'âge de départ, mais on parle aussi de s'assurer que les gens puissent continuer à travailler. Il y a une vraie crainte qu'on va être forcé à travailler jusqu'à 64 ans, mais on ne pourra peut-être pas le faire parce que personne ne voudra nous recruter. Donc, il y a plusieurs éléments. Et je pense qu'il y a aussi, ce que j'entends beaucoup, c'est la façon dont évidemment, le gouvernement à ce débat, et puis j'entends beaucoup de la part des Français, mais je veux avoir mon mot à dire, et j'ai l'impression de ne pas l'avoir, et j'ai l'impression qu'on ne m'écoute pas. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choses. Pour résumer, vous jugez que la réforme est nécessaire, qu'elle n'est pas forcément très bien menée? Oui, je pense en termes de communication. Florentin? Je crois qu'on peut se mettre d'accord là-dessus. La réforme est nécessaire, elle a été mal présentée. Comme ça, telle qu'elle est... Son contenu est bon? Comme ça, comme le gouvernement l'a dit, mais de façon assez abrupte. Le choix, c'était entre augmenter les cotisations, baisser les pensions ou travailler un peu plus tard. Ou augmenter les impôts. Ou augmenter les impôts. On a fait le choix de travailler un peu plus, qui semble être le moins douloureux, mais apparemment, ça semble très douloureux à nos compatriotes. Donc, il y a eu un problème d'explication politique. Macron s'est complètement enferré là-dedans. Il s'était déjà vraiment enferré dans la première mouture de sa réforme lors de son premier quinquennat, qui était quasiment incompréhensible. Son 1 euro cotisé donnera 1 euro de droit. On ne savait pas ce que ça voulait dire. Et la France était déjà dans la rue et paralysée, plus que cette fois d'ailleurs, en décembre 2019. C'était une réforme, d'ailleurs, à l'époque, pour faire un petit flashback, une petite parenthèse, qui était inspirée de ce qui a été fait en Suède, c'est-à-dire cette idée de compte notionnel où finalement on met de côté et puis on reçoit en proportion de ce qu'on a mis de côté. Et les Suédois, aujourd'hui, en ont beaucoup de regrets et finalement, les retraités des Suédois s'appauvrissent. Mais je pense que la réforme actuelle est plus raisonnable, mais qu'elle a été très mal présentée, très mal justifiée, la pédagogie a été mauvaise. Et voilà l'impasse dans laquelle on est, une impasse politique, parce que franchement, comme dit Jean-Pierre, si 90% de la population est contre et qu'elle passe peut-être en force, on a vraiment un problème politique et démocratique. Anaïs Ginori, votre verdict?
Non, honnêtement, moi, on reproche souvent aux Français d'être un peu donneurs de leçons et arrogants, donc je ne vais pas, en tant qu'Italienne, me mettre à donner des leçons et à avoir une image un peu d'arrogance sur les Français gâtés. Parce que je pense que c'est, comme je vous disais, en Italie, la réforme a été faite, mais en même temps, elle n'est pas populaire, puisque tous les gouvernements qui vont y arriver... Est-ce que le pays était dans la rue comme Alors, le pays comme ici n'a pas été dans la rue autant qu'ici. Les syndicats étaient très divisés, contrairement à maintenant ici. Mais il y a eu vraiment un conflit politique très fort. Donc, je vous disais, la ministre de l'époque, Fornero, a été vilipendée. Elle était en pleurs. Je pense qu'elle s'en est pratiquement jamais remise de ce qu'elle a vécu. À cette époque, le Premier ministre de l'époque, qui était Mario Monti, qui était quand même le Premier ministre un peu, on va dire, technocrate, c'était vraiment, il a pris cette réforme qui était impopulaire et il l'a portée parce qu'il y avait aussi un contexte européen qui demandait à l'Italie de le faire. Mais depuis, je vous dis, tous les gouvernements... Les Italiens lui faisaient quand même assez confiance. Ils lui ont fait confiance au début Monti. et après... En raison de, après, il est quand même... de sa compétence de technocrate un peu. Oui, ça a été... Non, mais c'est vrai, c'était sous pression européenne. Voilà, absolument. Nous, en Italie, il y avait... C'était après Berlusconi Mais si on imagine que la France soit en plus soumise à une pression européenne manifeste et visible, ça serait pire, non? Oui, et là, il faut rectifier les choses. Après, c'est une question de sémantique, parce qu'il y a un discours de gauche qui dit que la France fait cette réforme pour se complaire aux injonctions de Bruxelles. Techniquement, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, ce n'est pas Bruxelles qui a demandé à la France de faire cette réforme. Il y a tout de même des recommandations de Bruxelles. La France ne s'est pas engagée auprès de Bruxelles. C'est simplement équilibré. une espèce d'espoir d'harmonisation et de trajectoire commune en Europe, de réduire la dépense publique, réduire l'endettement, et la réforme des retraites en est un des leviers. Mais contrairement à d'autres pays, puisque c'était le cas en Italie et en Espagne, par exemple, il y a une réforme qui est en train d'être discutée, présentée par le gouvernement en ce moment même, qui, elle, fait partie des engagements que l'Espagne a pris pour bénéficier du plan de relance de l'Union européenne. Et alors, en Espagne, pas de grève en Espagne. Et alors, pas de grève en Espagne, mais c'est même le contraire total de ce qui se passe ici, puisque c'est le gouvernement socialiste qui a présenté cette réforme, qui en elle-même n'est pas très ambitieuse, qui n'est pas une immense réforme paramétrique, mais systémique, mais plutôt paramétrique, justement. Et alors là, le levier, c'est à peu près l'inverse d'ici, c'est-à-dire on propose d'augmenter les cotisations patronales et les taxes sur les salaires les plus élevés. Donc une taxe qui progressera de 1% du salaire jusqu'à 6% du salaire au fil des années pour taxer les riches. C'est ce que réclame la gauche qui est dans la rue aujourd'hui. C'est ce que Sanchez fait en Espagne. Et là, l'inverse d'ici, c'est le patronat est furieux et les syndicats applaudissent des deux mains, bien qu'ils s'engagent à travailler jusqu'à 67 ans. Alors justement, on a parlé des syndicats. Est-ce que la faible représentativité des syndicats en France est un problème? Je crois que c'est 10,3% des salariés au total moyenne, qui sont syndiqués, 7,8% dans le privé, 18,4% dans la fonction publique. Est-ce que cette faible représentativité des syndicats, Jean-Pierre Robin, pèse dans la faiblesse du dialogue social avec le gouvernement? Oui, d'autant qu'il y a une spécificité française, quand on compare surtout par rapport à l'Allemagne, c'est qu'en France, les syndicats, ils représentent le public et le privé. Tandis qu'en Allemagne, c'est des formes ils sont même plus par branche. Différents. Et donc, ça clarifie les choses. Et en France, c'est vrai qu'il y a une ambiguïté, qu'il y a un taux de syndication très faible. Et Macron n'a pas facilité le rôle des syndicats en ne les excluant depuis le début de son quinquennat. Et donc, ça rend le dialogue social encore plus complexe. Est-ce que ça, c'est quelque chose, d'un point de vue européen, qui frappe aussi En tout cas, d'un point de vue britannique, il me semble que c'est partagé. C'est-à-dire que le taux baisse. Il y a de moins en moins de gens qui sont... Au Royaume-Uni aussi, le taux de syndicalisation baisse. Et puis, il y a même... pardon, je reparle à mon premier jour de salarié, vous allez me dire, je ne vais jamais l'oublier, mais je me souviens, on m'avait présenté aussi, voilà, vous pouvez... on était plusieurs, le premier jour, vous pouvez... il y a un syndicat qui vous représente, il faut payer. Il faut payer, non, alors je ne veux pas le faire. C'était pas ma position, mais il y avait effectivement... donc, je crois que c'est... Je pense qu'il y a un problème aussi en termes de représentation politique où je pense que beaucoup de gens ont l'impression que ce n'est pas la meilleure façon d'exercer de leur voix. Et quand j'entends des Français qui disent « mais je vais avoir mon mot à dire », en fait, on parle de référendum, on ne parle pas
d'augmenter la position, la présence des syndicats. Donc je pense que c'est une réflexion beaucoup plus large et peut-être qui n'est pas... D'ailleurs, les syndicats maintenant demandent un référendum, en fait, devant la perspective de voir la loi adoptée à l'Assemblée nationale. C'est crédible, c'est envisageable? C'est absolument pas... Enfin, je ne crois pas que ce soit crédible. Alors c'est vrai que, comme le disait Jean-Pierre... Le gouvernement a déjà sa réponse, puisque 90% voilà, c'est même pas la peine de le tenir, ce référendum. Alors en termes de référendum, c'est de toute façon très risqué de faire des référendums sur des réformes difficiles, douloureuses et impopulaires. Les Suisses y sont arrivés. Je crois qu'il y a 1 an ou 2, ils ont voté à 51% de justesse à la 3e tentative en 10 ans pour passer à 65 ou 66 ans. Mais en France, ce ne serait pas la solution. Mais Jean-Pierre avait raison de le dire. Le gouvernement et Emmanuel Macron est pris au piège de sa défiance vis-à-vis des corps sociaux. Parce que la négociation a été complètement bâclée ou symbolique avec les syndicats. On n'a pas tenu compte de leur position. Et aujourd'hui, voilà... Anaïs, c'est aussi votre analyse. Le gouvernement s'y est mal pris? C'est sûr que par rapport aux syndicats, ça fait penser un peu à ce qu'avait fait Matteo Renzi quand il était Premier ministre, qui avait en quelque sorte... voulu essayer de ne pas tenir compte des syndicats, de cette tradition italienne qui est de la concertazione, parce qu'en Italie, l'adhésion aux syndicats est quand même plus forte. Mais oui, c'est une erreur. Et d'ailleurs, ce qui surprend aujourd'hui, c'est que, par exemple, Giorgia Meloni, qui n'est sûrement pas de gauche, elle va participer au congrès de la CGIL, qui est l'équivalent de la CGT, dans quelques jours. Et voilà, donc pour vous dire, en France... Le dialogue social est plus souple en Italie. Je veux dire, en tout cas, il y a une idée de parler aux syndicats, qui même une première ministre de droite, très droite, comme Giorgia Meloni, elle considère nécessaire de parler aux syndicats et d'aller à leur congrès, alors qu'on a bien vu, là, les derniers jours, le chef de l'État a refusé de recevoir les syndicats. Il a expliqué pourquoi, mais bon, c'est pour dire que le contexte est très différent. Après, ce que je pense, en vous entendant, c'est est-ce que les 90% qui sont contraires à la retraite, est-ce que dans ce 90%, il n'y a pas aussi autre chose que seulement la réforme de la retraite? Moi, en tant qu'observatrice... Une opposition politique. En tant qu'observatrice du premier mandat de Macron et de sa réélection, je pense que quand même, cette réforme elle est en train de devenir un catalyseur d'autres choses. Déjà, peut-être, c'est pas que la réforme du travail, mais c'est comment on regarde le travail, et c'est ce qui explique aussi que les jeunes générations soient opposées. Enfin, il y a tout un rapport que les sociologues décrivent mieux que moi sur l'idée de travailler, de comment on travaille, ce qu'on attend du travail. Aujourd'hui, le phénomène des grandes démissions, enfin, tout ce qui existe en France et en Italie aussi. Mais et après, je pense qu'à part cette idée du travail qui change et dont la réforme de retraite est aussi un symbole, il y a le rapport des Français à ce deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Il a voulu faire un symbole de cette réforme qu'il n'a pas réussi à faire dans le premier mandat. Et là, je pense que pour beaucoup, c'est le champ de bataille aussi de ce champ de bataille politique, tout simplement. Champ de bataille politique, même avant que dans la rue. D'un mot, Jean-Pierre Robin, l'idée de voir un chef de gouvernement français à l'assemblée annuelle d'un syndicat CGT ou CFDT, ça s'est vu déjà? Ça serait plutôt, en tout cas, dans mon souvenir, c'est le ministre du Travail ou... Un ministre peut aller... Un président, c'est inimaginable. Un président, non, parce que normalement, bien qu'en France, le président fait tout, depuis les Jeux Olympiques jusqu'à la réforme de l'Europe. Encore faut-il qu'il le décide, qu'il veuille se charger prendre le dossier en main. Non, mais c'est vrai que le dialogue social fonctionne. Enfin, le dialogue social, quelle que soit la définition qu'on donne à ce terme, fonctionne mal. Enfin, tout le monde... il y a eu une tentative. Macron a été victime de son premier succès, la réforme de la loi travail. Du tout début, c'était un succès. Et il a cru qu'il pouvait passer en force. Je me souviens, là, quand il a signé à l'Élysée les ordonnances, c'était un grand moment. Après, il y a eu la réforme de la SNCF, qui a été très dure. Mais il s'est fait élire la première fois en disant « je vais moderniser la France ». Voilà, c'est ça. Je suis jeune, j'ai une vision d'avenir, et donc il pense qu'il a un mandat pour
casser les... pousser les... Il appelait ça transformer, il ne voulait pas réformer parce qu'il disait les Gaulois sont réfractaires aux réformes. Par contre, je vais transformer, ce qui était exactement la même chose. Mais c'était des mots, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire. Là où on peut peut-être se demander, c'est notre troisième point, si la France est réformable, c'est qu'un sondage paru dans le Figaro ce matin même, un sondage Odoxa, montre que 57% des Français seraient favorables à une poursuite de la protestation, même après le vote de la loi. Donc là, ça vous inspire quoi Il y a 57%, mais il y a un autre chiffre il y en a 60 ou 70% qui sont résignés, qui pensent que la réforme passera. Que la réforme passera. Mais ils veulent quand même que l'expression de la colère se poursuive. Je ne trouve pas le chiffre étonnant, puisque ça veut dire c'est quand même beaucoup moins que 70%. Donc ça fait déjà un décrochage. Mais c'est vrai que ça risque de laisser des traces, il y aura un mécontentement terrible. Ouais. Alors, on voit se créer, on voit se dessiner un nouveau benchmark politique, si on peut dire. Un jalon. Oui, un nouveau jalon ou principe politique après l'échec vraisemblable de la contestation de la réforme des retraites qui risque de passer, même au prix d'un 49.3. C'est celui du CPE, donc le contrat jeune, c'était, je ne sais plus ce que ça voulait dire déjà, mais où la réforme avait été première embauche, le salaire un peu au rabais pour la première embauche. La réforme avait été votée et après la protestation dans la rue, elle avait été retirée. Donc c'est l'espoir aujourd'hui qu'ont les syndicats de transformer le mouvement là-dedans. Bon, il faut voir si les Français supporteront de ne pas avoir de train pendant longtemps. Je trouve qu'ils l'ont supporté avec beaucoup de stoïcisme ces dernières semaines. À Paris, s'ils supporteront de vivre dans les ordures à Paris pendant des semaines. Cette image de Paris en ce moment, un arrondissement sur deux où plusieurs dizaines de tonnes d'ordures dans les rues, pour un œil étranger, et il y a beaucoup de touristes italiens et autres à Paris. C'est perçu comment? Nous, on a eu ça. Vous expliquez à vos lecteurs mais ça arrive régulièrement? C'était pour des luttes on va dire de bandes de mafieux. C'était pas pareil. Oui. C'était pour accaparer les marchés. Voilà, c'était autre chose. Mais là, c'est une lutte syndicale. D'après ce que j'ai vu, c'est l'âge de la retraite pour les éboueurs arriverait à 59 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, au lieu de 57. Et évidemment, c'est des images qui ont fait en tout cas, nous, sur notre journal, on a repris. Après, il y a derrière aussi, je crois, là aussi, une bataille politique entre le gouvernement, la maire de Paris, qui elle-même a adhéré à ce mouvement de contestation de la réforme des retraites. Vous écrivez des papiers d'humeur dans la Repubblica pour dire, mais c'est français. Oui, mais en fait, moi, comme je vous disais, quand on regarde la situation, moi je suis aussi, je critique pas le fait que les Français aient tous ces bénéfices. D'une certaine manière, on peut même, ce système redistributif dont vous parliez, c'est un système qui a beaucoup d'avantages et donc faut pas non plus dire que c'est un pays de fous. Mais c'est vrai que dans la réalité d'aujourd'hui, c'est un pays à part. Ouais. Un pays à part en Europe. Il y a un slogan que vous avez relevé, Jean-Pierre Robin, dans un de vos papiers qui m'a beaucoup plu. Retraite, nous ne voulons pas passer notre vie à la gagner. C'est formidable comme slogan. Parce que on passe, c'est l'objet même de la retraite. Nous ne voulons pas perdre notre vie à la gagner. Comment? Nous ne voulons pas perdre notre vie à la gagner. Oui, ou perdre notre vie à la gagner. Mais c'est un vieux slogan anarchiste. On passe sa vie professionnelle, par définition, ça c'est le gros problème. À gagner sa retraite, non? Oui, théoriquement. Mais ce que ça veut dire, c'est que finalement, la vie, c'est autre chose que le travail. C'est tout simplement, mais c'est un vieux slogan anarchiste et gauchiste. Mais qui est quand même beaucoup plus prononcé aujourd'hui. Les sondages, les enquêtes auprès des jeunes montrent que vraiment, le travail n'est pas au centre de leur projet de vie à l'âge mûr, même selon moi, c'est pas original, mais c'est un double problème. Ça veut dire qu'il y a un très gros ennui au travail, ce qui est vraiment un problème, que les gens ne se réalisent pas, comme on dit. S'épanouissent pas. Et l'autre problème, c'est qu'ils croient que ça peut tomber du ciel, qu'on n'est pas obligé de gagner sa vie. Oui, alors vous avez écrit un texte. Est-il possible de faire comprendre aux Français que l'amélioration de leurs ressources passe nécessairement par le travail?
Ça semble évident. C'est une bonne question. Ouais, ça semble évident. Je voudrais qu'on écoute Hubert Védrine qui s'est prononcé récemment sur cette question du temps de travail, ancien ministre de François Mitterrand, président socialiste. L'ensemble de la gauche a dit qu'il faut diminuer le temps de travail. Moi, je pense l'inverse. Une des raisons du décrochage par rapport à l'Allemagne, qui est un énorme problème qui nous affaiblit, y compris en politique étrangère, c'est le décrochage économique. Et que l'ensemble des autres pays d'Europe ont fait une démarche inverse. C'est impossible que la France n'évolue pas dans le même sens que les autres pays européens. Vous êtes surpris, Florentin Collomb, d'entendre Hubert Védrine? Oui, il a pas mal changé Kazakh depuis quelques années. Mais en même temps, le constat est vrai, parce que c'est vrai que l'effet indirect espéré de cette réforme des retraites, c'est que les gens travaillent plus longtemps et du coup d'augmenter la richesse nationale, de créer plus d'activités, plus de production, plus de recettes financières pour l'État, de recettes fiscales pour l'État, et d'avoir un État, du coup, plus riche, et un pays collectivement plus riche. Et ça, c'est en complet décalage avec cette mentalité nouvelle, quand même, des Français. C'est un des points qui est très mal expliqué par les défenseurs de la réforme. Le rapport des Français au travail, c'est quelque chose qui vous paraît... Un autre des clichés, c'est les 35 heures. On n'en a pas parlé, mais c'est quand même une réforme qui met la France toujours dans un monde un peu à part. Et même si après, dans la réalité, on voit que les Français ne travaillent pas 35 heures par semaine, pas tous, la réalité est différente. Il y a quand même comme ça des symboles de ce système français, les congés, ça explique beaucoup de choses. Je pense que c'est un modèle qui, comme disait Georgina, les Français sont très attachés à ce modèle. C'est très compliqué de le changer, de le transformer ou de le réformer. Et d'ailleurs, même les 35 heures n'ont pas été réformées par aucun gouvernement, ni de gauche ni de droite. Enfin, je veux dire, c'est des constantes. Et là, pour les retraites, on voit bien que... C'est vrai qu'il y a ce côté village gaulois et cet attachement aux acquis sociaux en France qui est assez particulier. Mais tout ça a été amplifié par la crise du Covid et le quoi qu'il en coûte. Parce que le Covid a généré aussi une espèce de nouvelle approche du travail, une envie de moins travailler ou de ne pas faire les travaux les plus durs chez certains. Et aussi cette attente de l'État, puisqu'on était chez soi à ne rien faire, certains, en étant payés l'essentiel de son salaire. Vous avez vécu à l'étranger comme moi. Quand on revient en France, on est chaque fois surpris de voir à quel point les Français attendent tout de l'État. Oui, mais là, ça a complètement bouleversé tous les repères. Parce que l'État a consacré plus de 200 milliards au quoi qu'il en coûte du Covid, plus de 100 milliards à celui de l'énergie. Et aujourd'hui, dans les manifs contre la réforme des retraites, on dit 10 milliards de déficit du régime de retraite. C'est rien, c'est une paille. On les trouve n'importe où et ça avec un pays qui est endetté à 113%. 113% du PIB. Et un endettement qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Non, mais sur un point, pour prolonger, là, Macron, sur ce point, il a été clair, mais il n'a pas suffisamment insisté. Dans ses vœux du 31 janvier, tout le monde le répète depuis, mais il a prononcé 17 fois le mot travail. Ouais. Et il a bien dit que le but ultime de la réforme de la retraite, c'était de produire plus. Non seulement de rapporter plus d'impôts, mais simplement de produire plus. Parce que le déficit dont on ne parle pas assez, selon moi, c'est le déficit extérieur, le déficit du commerce extérieur. Et on n'est vraiment pas souverain, on n'est pas autonome, puisque... Et on est ça, c'est un signe de déclin pour vous. Oui, c'est un signe de déclin, mais on est un des rares pays en Europe qui a un déficit commercial. L'Italie a un excédent commercial. Ouais. Et le vrai but de ça, de la retraite, c'est de produire plus. Alors, Georgina, J'ai l'impression que en fait, le côté, ou plutôt le cadrage politique, positif, il est un peu perdu quand on parle de ça. C'est surtout le négatif, c'est-à-dire on veut faire baisser la dette ou les dépenses publiques. Retirer des droits, retirer des sous. Et puis, fatalement, il y a des gens qui disent mais il y a d'autres manières de faire baisser les dépenses publiques ou de compenser, on peut taxer plus. Et puis, par ailleurs, je regarde ce qui se passe dans d'autres pays et ce modèle-là, il ne m'attire pas des masses. Bon, moi, quand je parle du modèle britannique, ça ne fait pas rêver les Français. Donc, je pense qu'il y a aussi un côté de comment est-ce qu'on parle de cette retraite, quels sont les objectifs derrière, qui finalement sont un peu perdus. Mais il y a certains membres du gouvernement et aussi évidemment des députés de la majorité qui parlent de ça, mais effectivement, ça se perd un petit peu. Mais est-ce que d'un point de vue européen, Georgina Wright,
est-ce que finalement la France, pour vous, est un mauvais exemple pour les pays voisins? De nouveau, je ne veux pas être donneuse de leçons non plus, mais c'est vrai que ce qu'on entend beaucoup, c'est que la France, alors, quand on regarde le débat européen, il n'a jamais été aussi français. Hein. Enfin, je veux dire, la France exerce une influence absolument remarquable au sein de l'UE. Il y a beaucoup de choses qui sont lancées, mais elle pourrait... Pas seulement sur ce dossier-là. Non, sur plein d'autres choses, mais je pense que la France pourrait avoir plus d'influence si elle pouvait effectivement montrer que ses dépenses publiques étaient un peu plus contrôlées. Et c'est une des critiques que notamment l'Allemagne, même si elle ne dit pas directement comme ça, elle dit, voilà, la France ne parvient pas à contrôler ses dépenses publiques. Donc effectivement, il y a une certaine attente, mais sans être dirigiste, etc. C'est une décision souveraine, c'est au gouvernement français de décider. Jean-Pierre Robin. Non, mais il y a deux problèmes et deux pressions du point de vue de l'étranger. La première, c'est les comptes publics, parce que les dépenses publiques françaises, et notamment la politique budgétaire, on le voit actuellement, par exemple, le fait d'avoir énormément subventionné l'énergie, ça nous a permis d'avoir un taux d'inflation très inférieur. Je trouve que c'est assez habile, parce que ça a un peu calmé, si j'ose dire, les revendications salariales. Mais en même temps, quand on analyse ça au niveau européen, ça crée du déficit public français et ça interfère avec la politique monétaire. Ce que je veux dire par là, un des buts, je pense que tu es d'accord, de la politique monétaire, c'est quand même de diminuer la demande en France, enfin pas en France, en Europe, pour calmer la pression inflationniste. Or, nous, on fait le contraire avec toutes les aides. Quand le maire, par exemple, se vante de dire on n'aura pas de récession, il l'a encore répété ce matin, alors que l'Allemagne risque d'avoir une récession, eh bien, on joue pour nous, pour notre pouvoir d'achat des Français, mais contre le reste de l'Europe. Et la deuxième pression, c'est une pression au niveau financier. Et ça, c'est les marchés. Personne ne sait à quel moment les marchés peuvent dire la dette n'est pas soutenable. Ça, personne ne peut le dire. Et ça et déjà, son coût augmente avant même que les marchés se rejoignent. Tout d'un coup, on dira, les marchés se diront non, on ne veut plus. Et ça viendra brutalement. C'est impossible de dire il y a un seul. C'est arrivé à l'Italie. C'est exactement ce qui est arrivé à l'Italie. Et Mario Monti, quand il a fait cette réforme, c'était parce que justement, il y avait une pression le fameux spread des Et alors, parce qu'il faut bien voir que le spread, justement, le spread de la France est extrêmement avantageux, c'est 60 points de base. Il faut expliquer ce qu'est le spread. Oui. Non, le spread, c'est donc la différence. Parce qu'en Italie, c'était à un moment donné une obsession. Tout le monde savait. Oui, exactement. Tout le monde savait ce que c'était. Non, enfin, c'est simple. Les Français doivent apprendre le spread pour devenir raisonnable. La France, actuellement, emprunte à 10 ans, ce qui est le taux phare, à 3,2%. En Allemagne, qui a des finances publiques bien meilleures, c'est 2,60 à peu près. Donc, ça fait 60 points de base de différence. L'Italie, en ce moment même, c'est 4,50 ou 4,60. C'est-à-dire, c'est 150 points de base ou 1,5% de plus. Donc la France, c'est considéré... La France a, disons, des conditions d'emprunt de pays du Nord et des finances publiques de pays du Sud. On voit le schéma. On arrive presque au bout de cette émission. C'est pas tenable. Il y a une question pour laquelle je vais faire un petit tour de table rapidement. Est-ce qu'il va nous falloir une nouvelle réforme dans les 10 ans, selon vous ? Après celle-ci, en admettant qu'elle passe. Vous parlez du système des retraites ou en général ça, je suis pas capable de le dire parce que j'ai pas assez de compétences sur les comptes. Pardon pour la question piège. Je pense que oui, qu'il en faudra une. Peut-être pas dans les 10 ans, mais d'ici 10 ans, puisque théoriquement, donc c'est un rendez-vous régulier avec le psychodrame. Bien entendu, oui. Georgina Wright. Je dirais qu'en regardant d'autres pays, il semblerait que ce rendez-vous est assez régulier, donc... je ne sais pas, peut-être que la France sera l'exception, mais je ne pense pas. Jean-Pierre Robin. C'est probable, oui. C'est probable. Même si la réforme est adoptée en l'état. Oui, même si elle est adoptée en l'état, oui, il faudra vraisemblablement. L'économiste Elie Cohen dit que ça sera nécessaire dans une dizaine d'années au maximum. Mais après 64 ans, on l'a vu, c'est toujours plus bas de ce que on les est. Ça le plus bas, on va peut-être passer à 65. On jouera peut-être sur les autres paramètres.